Les peines de prison sont censées avoir une fin, mais pour certaines femmes, elle n'est jamais venue. Entre lois rigides, appels rejetés et condamnations finalement annulées, elles sont restées derrière les barreaux bien plus longtemps que la justice ne l'aurait dû. Certaines ont reçu des peines excessives, d'autres ont été privées de liberté malgré leur réhabilitation, et d'autres n'ont été reconnues innocentes qu'après avoir perdu des décennies de leur vie. Dans notre premier cas, la condamnation reposait sur un mensonge qui a mis près d'un demi-siècle à être dévoilé. Gloria Williams, elle avait 18 ans lorsque l'État du Missouri a décidé qu'elle mourrait probablement en prison. En 1976, Gloria était une jeune femme noire vivant à Saint-Louis. Elle faisait des petits boulots, n'avait aucun antécédent de violence et entretenait une relation tumultueuse avec Curtis Taylor, un homme de plus de 10 ans son aîné. Leur relation était instable, marquée par des disputes et des difficultés financières, mais rien ne laissait présager un meurtre. Puis, en mai de cette année-là, Curtis Taylor s'est effondré et est mort. Presque immédiatement, les soupçons se sont portés sur Gloria. L'autopsie a suggéré que Taylor avait peut-être été empoisonné au thallium, une substance couramment utilisée dans les raticides à l'époque. La conclusion était loin d'être définitive. L'analyse toxicologique n'était pas concluante. Les méthodes de test étaient rudimentaires par rapport aux normes modernes, et aucun récipient contenant du poison n'a jamais été retrouvé. Il n'y avait aucune preuve matérielle reliant Gloria Williams au thallium. Pas d'empreinte digitale, aucun témoin oculaire, aucune confession. Pourtant, les procureurs ont construit un récit. Ils ont fait valoir que Gloria avait un mobile. Ils l'ont décrite comme une femme manipulatrice, jalouse et dangereuse. Lors du procès, ils se sont largement appuyés sur des témoignages médicaux spéculatifs et des hypothèses circonstancielles, notamment l'affirmation selon laquelle Gloria devait avoir empoisonné Taylor car elle était l'une des dernières personnes à avoir été vue avec lui. Le jury l'a reconnue coupable de meurtre au premier degré. La peine était dévastatrice. Prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 50 ans. Gloria était à peine adulte. La loi l'a traitée comme une irrécupérable. En prison, Gloria Williams a fait ce que l'on dit à de nombreux détenus condamnés à de longues peines pour finalement retrouver la liberté. Elle a suivi les règles. Elle a travaillé dans la prison. Elle s'est instruite. Elle a évité la violence. Les années se sont transformées en décennies. À l'extérieur des murs de la prison, la science médico-légale a progressé. Les experts médicaux ont commencé à remettre en question les hypothèses antérieures concernant l'empoisonnement au thallium. Les normes relatives aux témoignages d'experts sont devenues plus strictes. Pourtant, l'affaire de Gloria est restée figée dans le temps, bloquée par des obstacles procéduraux et des appels rejetés. Sa jeunesse a disparu la première, puis son âge adulte, puis son âge mûr. Lorsque Gloria a atteint la cinquantaine, elle avait passé plus de la moitié de sa vie en prison, soit plus longtemps que de nombreuses personnes condamnées pour meurtre intentionnel avéré. Ce n'est qu'au milieu des années 2010 que son affaire a finalement retenu l'attention. Les défenseurs juridiques ont réexaminé les preuves initiales et ont constaté que la théorie de l'accusation ne tenait tout simplement pas la route. Des experts indépendants ont conclu que le témoignage médical utilisé pour condamner Gloria n'était pas scientifiquement fiable. La cause du décès de Curtis Taylor n'a pas pu être déterminée de manière concluante. Il n'y avait aucune preuve qu'il ait été empoisonné. En d'autres termes, le fondement de la condamnation s'était effondré. En 2019, après 43 ans de prison, les procureurs du Missouri ont pris la décision extraordinaire d'annuler la condamnation de Gloria Williams. L'État a reconnu qu'il ne pouvait pas prouver qu'elle avait commis le crime. Gloria a été libérée à l'âge de 61 ans. Aucune excuse ne pouvait lui rendre ce qu'elle avait perdu. Aucune décision de justice ne pouvait lui rendre la vie qu'elle n'avait jamais pu vivre. Sa peine était techniquement terminée, mais elle avait déjà tout consumé. Et Gloria Williams n'était pas seule. Alice Marie Johnson. Alice n'avait pas été condamnée à mourir en prison, mais en vertu de la loi fédérale, c'est exactement ce qu'est devenu sa peine. Au début des années 1990, Alice était une mère célibataire vivant à Memphis, dans le Tennessee. Sa vie s'était effondrée après un divorce difficile et des pressions financières croissantes. Luttant pour subvenir aux besoins de ses enfants, elle s'est vaguement impliquée dans un réseau de distribution de drogue, non pas en tant que baronne de la drogue ou délinquante violente, mais en tant qu'intermédiaire de bas niveau, transmettant des messages et facilitant les appels téléphoniques. Elle n'a jamais manipulé de drogue. Elle n'a jamais porté d'armes. Personne n'a été blessé. Pourtant, lorsque les autorités fédérales ont démantelé l'opération, Alice s'est retrouvée impliquée dans une vaste affaire de complot. En 1996, elle a été condamnée pour plusieurs infractions non violentes liées à la drogue, notamment pour complot, en vue de posséder et de distribuer de la cocaïne. En vertu des lois fédérales en vigueur à l'époque en matière de détermination de la peine, notamment les peines minimales obligatoires et les peines aggravées,
le juge n'avait pratiquement aucun pouvoir discrétionnaire. Alice Marie Johnson a été condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Dans la salle d'audience, même le juge a reconnu que la peine était extrême. Mais la loi l'exigeait. Alice avait 41 ans lorsqu'elle est entrée dans la prison fédérale, sachant qu'elle n'en sortirait jamais légalement. À l'intérieur, Alice a fait ce que le système judiciaire prétend attendre des personnes incarcérées. Elle s'est transformée. Elle est devenue ministre ordonnée. Elle a encadré des détenus plus jeunes. Elle a travaillé dans les soins palliatifs, réconfortant les prisonniers mourants, dont beaucoup ne quitteraient la prison que dans un sac mortuaire. Au fil du temps, Alice n'était plus considérée comme une délinquante, mais comme une présence stabilisatrice au sein de l'établissement. Les agents pénitentiaires, le personnel et les autres détenus la décrivaient systématiquement comme une personne compatissante, disciplinée et profondément repentante pour son rôle dans le crime. Mais sa réinsertion n'avait aucune importance, car la peine d'Alice ne prévoyait ni libération conditionnelle, ni révision, ni mécanisme de réexamen, peu importe le temps qui passait ou la personne qu'elle était devenue. Les années se sont transformées en décennies. Alice a vu ses enfants grandir derrière les barreaux. Elle est devenue une grand-mère qu'elle ne pouvait pas serrer dans ses bras. À 60 ans, elle avait passé plus de 20 ans en prison pour un délit non violent, soit plus longtemps que de nombreuses personnes condamnées pour homicide. Les défenseurs ont commencé à citer son cas comme exemple de la façon dont les peines minimales obligatoires privaient le système judiciaire de son humanité. Des pétitions ont circulé. Des lettres ont afflué. Pourtant, la clémence restait un acte rare et politiquement dangereux. Puis, en 2018, le cas d'Alice a fait la une de l'actualité nationale. Après un plaidoyer soutenu et une attention publique soutenue, sa peine a été portée à l'attention de la Maison-Blanche. Dans un geste extraordinaire, le président Donald Trump a commué la peine d'emprisonnement à perpétuité d'Alice Marie Johnson, invoquant sa réinsertion et le caractère excessif de sa peine. Alice est sortie de prison après 21 ans derrière les barreaux. Elle avait 63 ans. Sa libération a été célébrée, mais elle a également soulevé une question troublante. Si Alice Marie Johnson n'avait pas bénéficié de l'attention nationale, de la pression médiatique et de l'intervention présidentielle, elle serait encore en prison aujourd'hui. Non pas parce qu'elle était dangereuse, non pas parce qu'elle n'était pas repentante, mais parce que la loi avait décidé qu'elle était irrécupérable. Sa peine a pris fin, mais seulement après avoir dépassé son objectif, et l'histoire d'Alice est loin d'être unique. Betty Steinhauer. La condamnation de Betty n'est pas le résultat d'un seul moment explosif. Elle est le résultat d'un crime domestique discret, du genre qui attire rarement l'attention nationale, mais qui produit souvent des conséquences parmi les plus dures. Dans les années 1980, Betty Steinhauer était une femme d'âge mûr vivant dans le Midwest, prisonnière d'un mariage long et détérioré. Les témoignages de sa famille et les dossiers judiciaires décrivent une relation marquée par des tensions émotionnelles et des conflits prolongés. Il n'y avait aucune image publique de violence, aucun antécédent criminel suggérant un danger, seulement une vie privée s'effondrant lentement sous la pression. Puis son mari a été retrouvé mort. L'État a accusé Betty de meurtre, alléguant qu'elle avait délibérément causé sa mort. L'accusation s'appuyait fortement sur des preuves circonstancielles et l'interprétation de l'intention. Il n'y avait aucun témoin oculaire du crime lui-même et une grande partie du récit était construite autour d'hypothèses sur le mobile et le comportement, plutôt que sur des preuves médico-légales claires. Au procès, Betty a été présentée non pas comme une femme en crise, mais comme une personne calculatrice et froide. Le jury l'a reconnue coupable. Elle a été condamnée à plusieurs décennies de prison, une peine si longue qu'elle équivalait en fait à une condamnation à perpétuité. Ce qui a suivi n'était pas une histoire de danger ou de défiance continue. En prison, Betty Steinhauer est devenue une détenue docile et peu risquée. Elle a évité la violence, a suivi les règles de l'établissement et a vieilli tranquillement derrière les barreaux. Au fil des ans, la personne que le tribunal avait condamnée n'existait plus de manière significative. Pourtant, sa libération n'est jamais venue. Les audiences de libération conditionnelle, lorsqu'elles avaient lieu, se concentraient presque exclusivement sur le crime initial, et non sur la personne que Betty était devenue, ni sur son comportement au cours des décennies, ni sur son déclin physique. Comme beaucoup de femmes incarcérées pour des délits liés à la violence domestique, on lui a répété à maintes reprises que sa responsabilité exigeait un maintien en détention, quelle que soit la durée de sa peine. Lorsque Betty a atteint un âge avancé, elle avait déjà purgé une peine bien plus longue que celle qui aurait été infligée dans de nombreux cas similaires selon les normes modernes en matière de détermination de la peine. Sa santé s'est détériorée. L'environnement carcéral conçu pour le contrôle et non pour les soins est devenu de plus en plus incompatible avec sa réalité. Les défenseurs ont fait valoir que le maintien en détention ne servait aucun objectif de sécurité publique et ne constituait qu'une punition prolongée. Pourtant, le système a résisté au changement.
Betty Steinhauer est restée emprisonnée longtemps après que la dissuasion, la réinsertion et la protection de la société aient cessé d'être des justifications rationnelles. Sa peine a été maintenue en raison de l'inertie institutionnelle, un système refusant de réévaluer d'anciennes décisions, même lorsque le temps les avait rendues obsolètes. Lorsque la libération a finalement eu lieu, elle n'a pas été présentée comme une justice rétablie, mais comme une grâce accordée. Une distinction qui revêt une importance capitale pour ceux qui ont vécu cette épreuve. Betty Steinhauer n'a pas été libérée parce que le système a reconnu ses excès. Elle a été libérée parce qu'elle avait déjà enduré plus de punitions que quiconque pouvait raisonnablement justifier. Sa peine était terminée, mais seulement après avoir survécu à la vie qu'elle connaissait autrefois. Et dans l'affaire suivante, le système allait prendre quelque chose d'encore plus difficile à rendre. Le temps volé à une personne innocente. Mary Virginia Jones. Elle est entrée en prison avec une peine déjà bien plus lourde que celle qui était écrite sur le papier. Elle était une jeune femme lorsqu'elle s'est retrouvée impliquée dans un crime violent qui allait définir le reste de sa vie. L'accusation portée contre elle reposait sur des liens et des circonstances, et non sur des preuves irréfutables qu'elle avait commis l'acte pour lequel l'État l'avait finalement punie. Les procureurs ont fait valoir que Mary avait joué un rôle, non pas nécessairement en tant qu'auteur des violences, mais en tant que personne suffisamment proche pour être tenue légalement responsable. En vertu des lois en vigueur à l'époque, cette distinction importait peu. Elle a été condamnée à une longue peine de prison qui ne laissait pratiquement aucune place à un réexamen. Dès le début, l'affaire de Mary a été marquée par un déséquilibre. Ses moyens de défense étaient limités. La théorie de l'accusation s'appuyait fortement sur des déductions, des témoignages obtenus sous la pression et des interprétations qui privilégiaient la condamnation plutôt que la certitude. Une fois le verdict rendu, le système a continué à fonctionner, mais Mary, elle, n'a pas pu aller de l'avant. Les années ont passé en prison, et l'image que le tribunal avait dressée d'elle a commencé à s'estomper. Mary a vieilli. Elle s'est conformée aux règles. Elle n'a causé aucun problème disciplinaire grave. Comme beaucoup de femmes purgeant des peines extrêmes, elle est devenue largement invisible. Elle n'était plus considérée comme un risque, mais continuait d'être traitée comme telle. À mesure que les normes en matière de détermination de la peine évoluaient et que les tribunaux commençaient à reconnaître les dangers d'une responsabilité trop large, des affaires comme celle de Mary Virginia Jones restaient enfermées dans le passé. Les appels échouaient non pas parce qu'il n'y avait pas de nouvelles preuves, mais parce que les règles de procédure rendaient extrêmement difficile la révision d'anciennes affaires. Au moment où Mary a purgé des décennies derrière les barreaux, elle avait déjà dépassé ce que de nombreux tribunaux modernes considéreraient comme une peine proportionnée, en particulier pour une personne dont le rôle dans le crime n'avait jamais été clairement établi. Son incarcération prolongée ne reflétait plus la justice. Elle reflétait une réticence. Les défenseurs ont fait valoir que la peine de Mary avait dépassé son objectif juridique et moral. Elle ne représentait aucune menace. Elle avait déjà payé bien plus que ce que la dissuasion ou la responsabilité pouvaient exiger. Lorsque sa libération est enfin intervenue, elle s'est faite discrètement, sans faire la une des journaux, sans reconnaissance de l'excès de la peine et sans aucune admission que celle-ci était allée trop loin. Mary Virginia Jones est revenue dans le monde avec le poids de toutes ces années qu'elle ne pourrait jamais rattraper. Sa peine était terminée. Mais la vie qu'elle avait remplacée avait disparu, et l'affaire suivante allait montrer comment même des preuves accablantes d'innocence peuvent échouer, encore et encore, avant que le système ne finisse par lâcher prise. Kirsten Lobato. Kirsten n'aurait jamais dû être suspectée. Elle était une adolescente vivant à Las Vegas, dans le Nevada, lorsqu'un crime brutal a choqué la ville. En 2001, le corps de Duran Bailey a été retrouvé dans une zone désertique, portant les traces d'une violente agression. Le crime était troublant, et la pression publique pour trouver le meurtrier a été immédiate. En quelques heures, la police s'est concentrée sur Kirsten, non pas à cause de preuves médico-légales, ni à cause de témoins oculaires, mais parce qu'elle avait précédemment signalé une agression sexuelle commise par un homme qu'elle pensait être lié à l'affaire. Cette plainte, déposée par une jeune femme effrayée cherchant de l'aide, est devenue le fondement de l'accusation portée contre elle. Les enquêteurs ont rapidement élaboré un scénario. Kirsten aurait inventé cette accusation d'agression, puis aurait tué Bailey en représailles. Dès le début, cette théorie exigeait du jury qu'il ignore la géographie, la chronologie des événements et la logique élémentaire. La scène du crime se trouvait à plus de 30 km de l'endroit où Kirsten se trouvait au moment du meurtre. Plusieurs témoins l'ont vue ailleurs. Les preuves matérielles trouvées sur les lieux ne correspondaient pas à elle. Rien de tout cela n'a arrêté l'accusation. Au procès, les jurés ont vu des photos explicites et ont entendu un récit mêlant rage et vengeance. L'accusation s'est largement appuyée sur une déclaration obtenue sous la contrainte et incohérente que Kirsten a faite après des heures d'interrogatoire, déclaration qu'elle a ensuite rétractée, expliquant qu'elle était confuse, effrayée
et qu'elle essayait de dire ce que la police voulait entendre. Aucune preuve ADN ne la reliait au crime. Pas de sang, aucune arme. Pourtant, en 2002, Kirstine Lobato a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Elle avait 19 ans. Pendant des années, son équipe de défense s'est battue pour se faire entendre. Elle a présenté des preuves d'alibi, des témoignages d'experts et des preuves démontrant que les principales conclusions médico-légales présentées au procès étaient fausses. À maintes reprises, les tribunaux ont rejeté les appels, non pas parce que les preuves étaient faibles, mais parce que la révision d'une condamnation nécessitait de surmonter des obstacles procéduraux presque insurmontables. Kirstine a passé 16 ans en prison. Elle a passé toute sa vingtaine derrière les barreaux. Elle a commencé sa trentaine en cellule. En 2017, tout a changé. De nouveaux tests ADN ont totalement innocenté Kirstine et ont désigné un homme inconnu. Les procureurs ont été contraints de reconnaître ce que les avocats de la défense affirmaient depuis le début. La théorie de l'État ne pouvait pas être vraie. En 2018, la condamnation de Kirstine Lobato a été annulée. Les charges ont été abandonnées. Elle a été libérée après près de 2 décennies d'emprisonnement injustifié. En 2020, l'État du Nevada a accepté de verser 34 millions de dollars pour régler son procès civil. L'un des plus importants règlements pour condamnation injustifiée de l'histoire des États-Unis. Mais aucun accord ne pouvait lui rendre ce qui lui avait été enlevé. Kirstine Lobato a perdu sa jeunesse non pas à cause d'un crime, mais parce que le système a préféré la certitude à la vérité et a refusé de se corriger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'autre option. Sa peine a pris fin, mais elle n'aurait jamais dû exister. Et dans l'affaire suivante, la justice échouera non pas à cause de la précipitation, mais à cause de l'idéologie, de la peur et de la politique. Irène Pretty. Irène n'a pas été condamnée dans un moment de chaos ou de panique investigative. Sa condamnation a été dictée par la politique, la peur et une conception impitoyable de la responsabilité qui ne laissait aucune place au temps, à l'âge ou à la transformation. Irène s'est retrouvée impliquée dans un acte criminel violent alors qu'elle était jeune adulte, à une époque où le système judiciaire se concentrait de plus en plus sur la punition plutôt que sur la réinsertion. Le crime lui-même était grave et la réaction du public a été sévère. Les procureurs ont présenté Irène non seulement comme une participante, mais aussi comme une personne dont l'incarcération prolongée était nécessaire pour envoyer un message plus large. Lors du prononcé de la sentence, le tribunal a privilégié la dissuasion plutôt que la proportionnalité. Irène a été condamnée à une longue peine de prison, qui lui garantissait de passer la majeure partie de sa vie derrière les barreaux. Cette décision reflétait l'approche intransigeante de l'époque. Une fois qualifié de dangereux, on le restait à jamais. En prison, Irène est devenue une personne complètement différente de celle qui y était entrée. Les années se sont transformées en décennies. La violence a cédé la place à la routine. La colère a laissé place à la discipline. Les registres de la prison faisaient état d'un comportement exemplaire. Le personnel notait sa stabilité. Elle ne présentait aucun signe de menace persistante. Pourtant, chaque examen de libération conditionnelle se terminait de la même manière, en se concentrant presque exclusivement sur le crime initial, figé dans le temps, insensible au changement. C'est là que le cas d'Irène devient emblématique. Les commissions de libération conditionnelle ont reconnu à plusieurs reprises sa réinsertion, puis ont quand même refusé sa libération, invoquant la gravité de l'infraction pour justifier le fait de passer outre tous les autres facteurs. Le raisonnement était circulaire. Le crime était trop grave pour permettre la libération, même si la peine avait déjà puni cette gravité à plusieurs reprises. À mesure qu'Irène vieillissait, la question devenait inévitable. À quoi servait son maintien en détention? Elle n'était plus la personne décrite lors du procès. Elle n'était plus capable de nuire comme on le craignait autrefois. Et pourtant, le système considérait sa libération comme un aveu de faiblesse plutôt que comme une reconnaissance de la réalité. Les défenseurs ont fait valoir que la peine d'Irène Pretty avait dépassé son objectif et son utilité. La maintenir en détention n'améliorait pas la sécurité publique. Cela ne faisait que prolonger la punition pour le plaisir de punir. Lorsque la libération est enfin arrivée, elle est arrivée tardivement, après qu'Irène ait déjà passé la majeure partie de sa vie adulte derrière les barreaux. Sa liberté ne s'est pas accompagnée d'une reconnaissance de l'échec du système à réévaluer la situation. Elle est venue discrètement, comme si les années perdues n'étaient que le prix à payer. La peine d'Irène Pretty a pris fin, mais elle avait déjà dépassé les limites de la justice. Et dans le chapitre suivant, le refus du système de reconsidérer sa décision allait se heurter à une politique si extrême que la libération elle-même allait devenir controversée. Judith Clark. La peine de Judith n'a jamais été uniquement liée à un crime. Elle concernait l'idéologie, la peur et jusqu'où le système judiciaire est prêt à aller lorsqu'un accusé représente quelque chose qu'il méprise. En 1981, Judith Clark était une membre engagée d'un groupe politique radical,
lorsqu'elle a participé au braquage du fourgon blindé Brinks à Nyack, dans l'État de New York. L'opération a dégénéré en violence, causant la mort de 2 policiers et d'un agent de sécurité. Judith n'a pas tiré les coups de feu mortels. Mais en vertu des lois sur les homicides qualifiés, cette distinction n'avait que peu d'importance. Elle a été reconnue coupable et condamnée à une peine de 75 ans à perpétuité. Lors du procès, Judith a rejeté la légitimité du tribunal. Elle se considérait comme une prisonnière politique et a refusé de participer à sa propre défense. Cette position, ancrée dans l'idéologie, l'a suivie pendant des décennies, façonnant la façon dont les tribunaux et les commissions de libération conditionnelle l'apercevaient, bien après qu'elle ait cessé de refléter qui elle était. En prison, quelque chose a changé. Au fil du temps, Judith Clark a renoncé à la violence, s'est éloignée de l'idéologie radicale et a entamé un lent processus de prise de responsabilité. Elle a obtenu un diplôme universitaire, puis une maîtrise, et est devenue une éducatrice respectée en prison. Elle a travaillé en étroite collaboration avec des femmes incarcérées, les aidant à surmonter leur traumatisme, à apprendre à lire et à se préparer à leur réinsertion. Le personnel pénitentiaire a documenté sa transformation. Les professionnels de la santé mentale ont noté une profonde réflexion et un remords sincère. Même les procureurs ont fini par reconnaître qu'elle n'était plus la personne qui était entrée en prison dans les années 1980. Mais sa libération restait politiquement controversée. Pendant des années, les commissions des libérations conditionnelles ont refusé de libérer Judith Clark, non pas parce qu'elle représentait un danger, mais parce que sa libération était considérée comme symboliquement dangereuse. Le crime initial pesait plus lourd que les décennies de preuves démontrant son changement. Judith a vieilli derrière les barreaux. Au moment où elle est devenue éligible à une libération conditionnelle, elle avait purgé plus de 35 ans de prison, soit bien plus longtemps que de nombreuses personnes condamnées pour des crimes similaires selon les normes modernes. En 2019, la Commission des libérations conditionnelles a finalement accordé la libération de Judith Clark, invoquant sa réinsertion extraordinaire et le faible risque qu'elle représentait pour la sécurité publique. Cette décision a immédiatement suscité une vive réaction. Les syndicats de policiers ont protesté. Les politiciens l'ont condamnée. Le gouverneur est intervenu et a annulé la décision de libération conditionnelle, renvoyant Judith en prison, non pas en raison de nouvelles preuves, mais à cause de la pression publique. Cela a rappelé de manière frappante que certaines peines ne prennent pas fin lorsque justice est faite, mais seulement lorsque la controverse s'estompe. En 2021, après un nouvel examen et une contestation judiciaire, Judith Clark a de nouveau obtenu sa libération conditionnelle. Cette fois, la décision a été maintenue. Elle a été libérée après 4 décennies derrière les barreaux. La peine de Judith Clark n'a pris fin qu'après que le système ait épuisé tous les arguments contre la reconnaissance de sa transformation. Son maintien en détention avait depuis longtemps cessé de servir la sécurité publique, mais plutôt un rôle symbolique. Et dans le dernier chapitre, l'échec n'appartiendrait pas à un seul pays, mais à tout un système qui a confondu statistiques et culpabilité. Lucia de Berck. Sa condamnation n'était pas fondée sur des preuves au sens traditionnel du terme. Elle reposait sur des statistiques, la peur et une profonde incompréhension de la science. Au début des années 2000, Lucia était infirmière pédiatrique dans des hôpitaux aux Pays-Bas. Au fil du temps, les administrateurs ont remarqué quelque chose de troublant. Un certain nombre de décès de patients et d'urgences médicales s'étaient produits pendant ces gardes. Au lieu de se demander si ces événements reflétèrent des problèmes systémiques, le biais de confirmation s'est installé. Les autorités ont conclu que le facteur commun était Lucia elle-même. Elle a été accusée d'avoir assassiné et tenté d'assassiner plusieurs patients, y compris des nourrissons, à l'aide de poisons ou d'injections mortelles. Ces accusations étaient choquantes. L'indignation publique a été immédiate. Les médias l'ont qualifiée de monstre avant même le début du procès. L'accusation contre Lucia s'appuyait largement sur des arguments statistiques. Les procureurs ont affirmé que les chances que tant de décès surviennent par hasard pendant ces gardes étaient extrêmement faibles, parfois estimées à une sur plusieurs millions ou milliards. Ces chiffres ont été présentés comme une preuve de culpabilité. Mais les statistiques étaient fondamentalement erronées. Elles avaient été calculées à partir d'hypothèses erronées, de données sélectives et d'un raisonnement circulaire. Des statisticiens indépendants ont expliqué par la suite que ces chiffres n'avaient aucune validité scientifique. À l'époque, cependant, le tribunal les avait acceptés. En 2003, Lucia de Berck a été reconnue coupable de 7 meurtres et de 3 tentatives de meurtre. Elle a été condamnée à la prison à perpétuité. Aucune preuve matérielle ne la reliait à aucun des meurtres. Aucune confession. Aucun résultat toxicologique prouvant un empoisonnement. Pourtant, le récit était trop convaincant pour être remis en question. Lucia a passé 6 ans en prison, tandis que des experts extérieurs à la salle d'audience commençaient à tirer la sonnette d'alarme. Des statisticiens, des médecins et des juristes ont souligné que l'analyse initiale n'était pas seulement erronée,
Elle était dénuée de sens. Les décès naturels, les biais de déclaration et les incohérences dans les dossiers hospitaliers avaient tous été ignorés. Finalement, la pression est devenue impossible à ignorer. En 2008, la Cour suprême néerlandaise a ordonné une révision du procès. Des enquêtes indépendantes ont démantelé pièce par pièce le dossier de l'accusation. Les experts médicaux ont conclu que les décès étaient naturels ou explicables et qu'il n'y avait aucune preuve de meurtre. En 2010, Lucia de Berck a été entièrement innocentée. Elle a été libérée, innocentée de toutes les accusations. Mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. Lucia avait perdu sa carrière, sa réputation et des années de sa vie. Emprisonnée non pas à cause de preuves, mais parce que les chiffres avaient été mal interprétés et que la peur n'avait pas été remise en question. Sa peine a pris fin dès que la vérité a été révélée. Mais elle avait déjà survécu à la justice le jour où elle a été prononcée. Une peine, c'est plus qu'un simple chiffre. C'est du temps qui ne pourra jamais être rattrapé. Et lorsque la justice refuse de se remettre en question, le temps devient la punition la plus sévère qui soit.